découvrir beaucoup de choses. Non, c'est pas grave, vas-y. Voilà, bonjour, donc je vous accueille ici devant l'église Saint-Augustin, que l'on appelle aussi plus souvent à Bruxelles l'église de l'altitude 100. Alors c'est l'église que vous voyez ici devant moi qui en impose directement, de par sa tour, de par sa situation centrale et au milieu de 10 avenues, et elle impose sur tout Bruxelles. Alors avant de vous parler de cette église, je vais un peu revenir en arrière sur l'histoire d'abord de ce quartier. Donc on est ici dans le quartier qu'on appelle le quartier de l'altitude 100, et c'est un quartier qui va se développer essentiellement vers 1900. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, donc la commune de Forêt commence à être peuplée de façon très dense, et il y a un projet qu'on doit à la Société des Villas de Forêt, qui est un développement de tout ce quartier qui se situe entre la chaussée d'Alzenberg, entre Saint-Gilles et le parc en contrebas. J'ai ici un plan du projet, vous voyez ici. Vous voyez ici le parc, la chaussée d'Alzenberg et Saint-Gilles. Donc on trouve ici toutes les nouvelles habitations dans le quartier. Qui dit évidemment nouveau quartier, dit paroisse, dit église à l'époque. Et donc il faut à ce moment-là construire également une église. Donc on a un premier projet d'église qui voit le jour, c'est une église provisoire. Elle sera construite à l'avenue Saint-Augustin, donc pas encore ici au milieu. C'est une petite église de 300 places. Elle est construite en 1900. Très vite le quartier commence à se peupler et en 1912 on fait face déjà à un premier problème, l'église est beaucoup trop petite. Et on doit à ce moment-là penser à construire une nouvelle église. Il y a pas mal de pourparlers entre la fabrique d'églises et la Société des Villas de Forêt. Et finalement, la Société des Villas de Forêt cède ce terrain qui se trouve ici au milieu de la place de l'altitude 100 et accepte que la fabrique d'église y construise une nouvelle église. Elle émet pourtant certaines conditions. Donc, les conditions sont les suivantes. Il faut que l'église soit centrale, entourée d'un parc, qu'elle fasse une superficie de minimum 950 mètres carrés et qu'au milieu, il y ait soit une coupole, soit une tour. Donc ça sont les conditions. Alors la fabrique d'église se met à rechercher les architectes. Finalement, c'est sur un architecte appelé Edmond Cernels que va s'orienter leur désir. Pourquoi Edmond Cernels? Simplement parce qu'il rentre dans le budget et il rentre dans les desiderata. Donc le cahier des charges est complet avec lui. Alors Edmond Cernels, c'est tout à fait un autre style d'église qu'il prévoit. Je vous la montre. C'est cette église-ci. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici. Donc c'est une église de style néo-roman. Très vite les travaux commencent, on commence à construire. Arrive la Première Guerre mondiale et à ce moment-là on a un gros problème, c'est que toutes les matières de construction sont très chères. Et donc le chantier est arrêté. Tout simplement on n'a plus d'argent. Il sera complètement arrêté jusqu'en 1928. En 1928, on reparle du projet d'église. Cernels amène de nouveaux plans revus à l'économie, mais la fabrique d'église ne veut plus les plans de Cernels. Le style néo-roman, c'est fini pour eux. Il faut savoir qu'on a un nouveau président de la fabrique d'église à ce moment-là, qui est un certain Victor de Faye. Alors Victor de Faye, c'est quelqu'un qui est également professeur à ce moment-là. Il est professeur de génie civil à l'université de Louvain. Et c'est également un grand défenseur des constructions en béton. C'est un mouvement qui est très à la mode à l'époque aussi. Il faut savoir qu'en Belgique, par exemple, tout ce mouvement s'est développé avec des architectes comme De Koning, qui a mis au point un tas de techniques pour couler le béton et pour construire. Et également, on a plusieurs églises qui ont commencé à être construites. On a en France, à Paris, près de Paris, on a une église, c'est Notre-Dame de Raincy, que l'on doit aux frères Perret, qui sont deux architectes français. On a plus proche de chez nous, on a l'église de Molenbeek, l'église Saint-Jean-Baptiste, et on a également à Scarbeck l'église Sainte-Suzanne. Donc elles sont toutes construites avant celle-ci. Donc c'est vraiment la mode de ce genre d'église. Donc finalement, on décide des deux architectes. Alors donc les deux architectes qui sont choisis sont effectivement Léon Gianotte, dont on a déjà parlé juste avant. Léon Gianotte n'est pas un inconnu, effectivement, on a le magnéto belge qu'on lui doit, mais on a également aussi à Ciney, les forges de Ciney qui ont été construites par lui-même. Et puis le deuxième architecte, c'est André Watein. Alors André Watein, en fait, il travaille à ce moment-là comme stagiaire dans le bureau de Victor de Faye.
donc il est évidemment bien placé. C'est aussi quelqu'un qui est connu comme maquettiste. Il a par exemple construit la maquette en carton de l'église de Molenbeek. Il fait un peu de construction, on lui a essentiellement des maisons privées. Il s'inspire surtout d'un mouvement qu'on appelle l'école d'Amsterdam. Il a également construit quelques maisons de style moderniste, comme sa maison personnelle. Si je vous montre une maison, vous voyez un peu le style de maison qu'il construit. Voilà, ça c'est une maison construite par Watton. Voilà. Donc, ces deux architectes sont choisis. En 1933, le chantier débute. Alors, on va réemployer les fondations qui sont déjà là pour construire. Ça va aller très très vite. En 5 mois, le gros œuvre est fini déjà. Ça, c'est plus possible maintenant. Et donc, c'est en 1935, pour être exact, à Pâques 1935, l'église est inaugurée. Alors, elle ne sera pas tout à fait finie. Donc, elle sera inaugurée, il y aura des messes, etc. Mais il faudra quand même attendre vraiment pour qu'elle soit totalement finie. C'est en 1999. Je vous explique pourquoi. Donc, en fait, 1999. la dernière chose qu'on a mis pour terminer, c'est 99. C'est des vitraux. Mais donc, il y a plusieurs phases. Donc, effectivement, après l'inauguration, on devra attendre le début des années 40 pour avoir des agrandissements. Entre 42 et 44, on va agrandir le chœur à l'arrière. On va également percer les deux parties arrondies de fenêtres qui n'étaient pas là à l'origine. En 46, on va terminer d'enduire l'église de ciment. Et puis finalement, on va mettre, je vais expliquer tout à l'heure avec des vitraux provisoires, et finalement les derniers vitraux réels seront placés dans les arrondis en 1999. Pardon. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'église. Donc l'évolution de l'église, il faut savoir qu'après, on arrive dans les années 60 et cette église va très vite souffrir et vieillir. Donc c'est-à-dire dans les années 60, elle est dans un état abominable. Elle est attaquée de partout, elle s'effrite. Les barres en métal dans l'acier sont attaquées. Et à ce moment-là, on parle de détruire l'église tout simplement. Donc on parle de la raser, il y a plusieurs projets. Donc il y a un premier projet qui est un projet de qui est un projet de construction d'une magnifique tour d'appartement de 62 étages. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va donner là au milieu. On a un deuxième projet qui est une station de métro. La STIP veut faire monter le métro jusqu'à l'altitude 100. Ah, ils voulaient le reconvertir. 40 ans après, on n'y est toujours pas, donc rassurons-nous. Et donc démolir et faire une station de métro. Il y a eu un projet de parc aussi, il y a eu un projet de shopping center. Finalement, la lenteur administrative fera que rien ne se fera. Merci. Et en 88, elle finit par être classée. Et finalement, il y aura des travaux de restauration à la fin des années 90, 96-97. On va restaurer l'église et on va mettre les derniers vitraux qui manquent. Alors, quand vous êtes face à cette église, qu'est-ce qui vous impressionne en premier lieu? Qu'est-ce que vous remarquez, vous, en premier lieu? La Quand vous tour. voyez l'église. Très moderne, si on compare Ouais. avec les C'est autres pas quelque chose qui églises. attire votre regard? Oui, moi la tour, la croix, La ouais. tour, finalement, toute la base de l'église, c'est la tour centrale, c'est le clocher central. Donc l'église, en fait, est construite autour du clocher. La forme même de l'église, c'est une croix grecque. Donc ça veut dire qu'aussi bien la nef que le transept sont dans la forme de la croix grecque. Les seules variantes qu'on a, c'est l'entrée qu'on a fait au sud, et au nord, on a le chœur qui est arrondi. Et puis autour de cette croix grecque, on a construit des bâtiments arrondis. Donc ça a été fait par un ministère à l'époque. Alors la tour, quand on la regarde, et quand on regarde le bâtiment en général, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez sobre. Pour de l'art déco, en général l'art déco, on pense souvent dorure, du marbre, etc. Ici, on a quelque chose qui est quand même très sobre. En fait, ce qui vraiment le qualifie de bâtiment art déco, d'abord, c'est que c'est un bâtiment qui est fait d'alternance de lignes et de courbes qu'on retrouve. Et également dans la façade, on a aussi bien des volumes qui ressortent que des renfoncements. Et ça crée un certain rythme art déco dans le bâtiment. Les quelques décorations qui reviennent de temps en temps, ce sont la croix grecque que l'on retrouve à plusieurs endroits. Quand on voit
le clocher, par exemple, il est divisé en 4 parties. Donc vous avez une toute première partie qu'on voit sur le côté qui est à la hauteur du toit. Puis on a une deuxième partie dans laquelle se trouvent les vitraux. La troisième au-dessus, qui a de nouveau une forme différente, c'est celle qui contient les cloches. Et puis tout au-dessus, on a une partie faite de 4 piliers sur lequel est la croix grecque. Et en fait, c'est une représentation des 4 évangélistes et du calvaire. C'est ça que c'est censé évoquer. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc le bâtiment, il est construit entièrement en béton. Donc c'est du béton armé, qui est recouvert donc d'une épaisse couche de plâtre. Alors les seules variantes qu'on a, c'est au niveau de l'entrée. On a des escaliers et on a des abris de fenêtres qu'on retrouve, qui sont en petit granit. On a une plainte le long de l'église qui est en moellon. Et alors ici, cette entrée, vous voyez par exemple, c'est une entrée rectangulaire. Au milieu, on a une plaque qui est en pierre bleue, sur laquelle il est écrit en latin « Ma maison est maison de prière ». Donc c'est ce que ça veut dire. Alors en dehors de ça, ce qu'on remarque encore, c'est les vitraux. On voit des vitraux sur la tour, on voit des vitraux sur l'entrée. Et on a également des vitraux sur le côté et à l'arrière de l'église. Je vous propose maintenant d'aller à l'intérieur.